l'histoire avec vous. Il faut comprendre que je découvre les histoires avec vous. Sauf quand je raconte une histoire à moi. C'est des histoires, ça dépend. Il y a des fois des histoires du bled. Donc c'est des histoires, enfin, les pires de tous que je vous déconseille d'écouter. C'est les histoires personnelles que j'ai vécues ou que des amis proches ont vécues. Donc ça, ils sont passés vers le début. Vous pouvez les suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez, il y a toutes les histoires. Il y en a 28. On est arrivé à 28 histoires du soir bonsoir. Il y a des histoires, c'est vraiment personnel. C'est des trucs, des histoires vraies. Donc les histoires vraies, c'est chaud. Après, il y a des cryptes, des crispy pasta, si vous connaissez. En fait, c'est des contes inventés, plus ou moins réalistes ou pas. Après, il y a des histoires que qu'on a récupérées du net. Ils ont été racontés par des personnes qui disent l'avoir vécu. Après là, c'est secondaire. Mais c'est chaud. Donc, mémoire de flic. Donc, je vais narrer l'histoire, c'est-à-dire que je vais lire l'histoire qui a été postée. Donc, c'est une histoire qui a été postée. Donc, la narration, elle va se faire. Je vais essayer de raconter ça comme si j'ai découvert l'histoire, enfin je découvre l'histoire avec vous, mais on va essayer de la rendre thug un peu l'histoire. Ok, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Salut à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas updaté. Je suis désolé, mais j'ai du lourd. Donc la personne, elle poste ça. Comme je l'ai dit sur mon dernier post, j'ai récemment interviewé des anciens enquêteurs pour leur parler de leur métier. Je baisse un peu le son de la musique parce que ça paraissait un peu fort. Ouais, un peu fort, ouais, en effet. Donc comme je l'ai dit sur mon dernier post, j'ai récemment interviewé des anciens enquêteurs pour leur parler de leur métier. Ce qu'ils ont aimé et détesté, et surtout ce qu'ils ont aimé, en fait les interviewés, donc sur ce qu'ils ont aimé et détesté, et surtout pour leur demander de me raconter l'expérience qui les a le plus marqués. Les 3/4 d'entre eux, ça a été leur première investigation ou lorsqu'ils ont attrapé un tueur en série pour les plus chanceux. Une histoire cependant m'a beaucoup marqué et je vais vous en faire part. C'était l'entretien. Nameless Thug Life. Allez, une pause, il mérite. La famille, j'aime tes histoires. Thug Life, mec. Merci, mec. Thug Life, ça fait plaisir. Les gens qui soutiennent, ça fait plaisir. Merci, Thug, nigga life, nigga Thug Life. Donc, je continue l'histoire. C'était l'entretien que j'ai eu avec Frédéric Vanier. Donc, le policier qui a raconté cette histoire, il s'appelle Frédéric Vanier. Ancien enquêteur retraité depuis 7 ans. Un homme impressionnant. Grand et bourru, mais chaleureux. Un homme, cependant, que la vie a rendu sec. Après m'avoir proposé un café dans son petit appartement en banlieue parisienne, il m'a longuement parlé de sa vie au sein de la police, ses espoirs, ses déceptions, ses collègues. Et ses collègues. Quand est venu le moment de parler de l'expérience qui l'a le plus marqué, son regard s'est voilé. Ci-dessous, en fait là, maintenant, je vais vous lire l'interview. Donc je vais vous lire l'interview qu'a fait cette personne à ce policier qui s'appelle Frédéric Vanier. Ah, vous savez, c'est lui qui raconte en fait là. Ah, vous savez, il s'en est passé des choses en 45 ans de carrière. Mais je pense qu'il y en a une, je ne l'ai encore raconté à personne. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette petite fille. Mon coéquipier est mort. Et je pense que c'est le moment de raconter ce qui s'est passé. J'ai envie de me libérer de cette histoire. Ça a l'air chaud. C'était en 1991. J'étais dans le Loir-et-Cher. Ça a commencé par ce type qui arrive dans le commissariat, affolé. Il était grand et mince, un peu dégingandé, et surtout des cernes immenses, comme s'il n'avait plus dormi depuis plusieurs jours. On prend sa déposition. Il répète qu'on vient le réveiller tous les soirs à 2 h du matin. On était dans une ville, tout le monde se connaît un peu.
Et c'est étonnant d'entendre parler d'effraction à répétition comme ça en plein centre. En plein centre-ville. Tu sais, il y avait pas mal de vieux qui vivaient là-bas. Et leur passe-temps favori, c'était de s'observer les uns les autres. S'il y avait eu un cambrioleur, ben, il l'aurait sûrement coincé, quoi. Il l'aurait probablement tué plus tôt. Je décide de m'occuper de cette affaire. Avec Maurice, mon coéquipier, et moi. Je le suis, il suit la personne jusqu'à chez lui. Je regrette encore aujourd'hui d'avoir embarqué Maurice là-dedans. Donc son ami, son collègue de boulot. Sa petite maison était très mignonne. C'était celle qui était en vente depuis plusieurs années. Il nous dit qu'il s'est installé ici, seul, après son divorce avec sa femme. Tout allait bien au début, mais depuis quelque temps, il entend des bruits dans la chambre du haut et dans l'escalier. Un peu en bas aussi, mais il n'est pas sûr. Il a regardé plusieurs fois, rien n'a été volé. Il pense que ce sont des squatteurs, étant donné que la maison est restée vide longtemps, mais il n'ose pas descendre les chasser. Il pensait qu'il s'en irait tout seul. On commence à inspecter sa petite maison, pas de traces d'effraction, c'est pas très étonnant. Si les squatteurs venaient depuis un moment, ils devaient avoir un double de la clé. Il n'y avait pas grand chose à voir. On lui propose de dormir avec un ami ce soir et de nous appeler si jamais ça recommençait. C'est là qu'ils éclataient en sanglots. Bienvenue Lago. Il nous a dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Il ne se sentait pas bien et il ne connaissait encore personne ici. Et puis il nous a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Messieurs, je serai prêt à vous payer 1000 francs si vous restez avec moi cette nuit. Bon, 1000 francs. Ça fait dans les 150 € je crois aujourd'hui. Mais le pouvoir d'achat n'était pas vraiment le même il y a 25 ans. Et c'était une petite somme facilement gagnée. Donc Maurice et moi avons accepté de revenir le soir même. D'accord, c'est intéressant. Donc ils reviennent le soir même, vers 21 h. Lorsque la nuit s'est mise à tomber, on est parti avec nos sacs de couchage pour se rendre chez lui. Il nous demande si on peut dormir dans la salle où les bruits commencent, toujours vers 2 h du matin. C'est une petite pièce totalement vide et en travaux au bout du couloir, on décide de s'endormir pas trop tard. Si on doit se réveiller à 2 h, Maurice avait pris son petit réveil. Il décide de dormir pas trop tard pour se réveiller à 2 h du matin. Maurice avait pris son petit réveil et le règle pour 1 h 30 du matin. En fait, ils étaient un peu dans le délire et ils voulaient pas rater le spectacle. Donc en fait, ils y croyaient pas trop. Enfin, ils y croyaient même pas du tout. J'ai coupé une petite partie intéressante pour cette histoire, mais en gros, ils s'endorment. Donc en fait, il y avait une... Donc ils coupent. Ils s'endorment en fait. Ça fait une bonne demi-heure qu'on est assis sur nos sacs de couchage. Il est 2 h pile et il se passe rien. Alors on discute et chuchote. De tout et de rien. De la femme de Maurice qui va accoucher de 2 jumeaux. Et de mon célibat, enfin. Des conversations entre amis quoi. Il fait nuit noire et à part nos chuchotements et les moustiques, il n'y avait vraiment pas un bruit. C'est Maurice qui l'a entendu en premier. Donc là ça commence. Là, ça commence à partir en live. Donc Maurice, il entend un bruit en premier. Un bruissement de drap. Comme quelqu'un qui se lève. Là, j'ai pensé que les squatteurs étaient dans la pièce. Et qu'ils sont entrés pendant qu'on dormait. On allume la lampe de poche. Une grosse lumière dirigée en plein visage. Ça te réveille n'importe qui. Mais il n'y a personne. Pourtant, le bruit continue. Je me souviens que Maurice a commencé à crier. Il m'a frôlé, il est sorti de la pièce. En fait, il a paniqué son collègue. On sort donc. On ne voit pas grand chose avec ses lampes, mais on inspecte un peu partout. Puis on entend la porte de l'escalier s'ouvrir et quelqu'un le dévaler de façon assez maladroite. Les pas sont étonnamment légers pour un squatteur. Une squatteuse me paraissait donc plus correcte. J'ai commencé à me détendre, ce serait plus facile que prévu. Parce que c'est une meuf, donc il speedait plus. Énergie. On descend à notre tour, on se dirige à l'oreille, ouais. On passe dans le salon, puis vers la cuisine. C'est là que la porte de l'entrée a claqué. Oh. Encore une fois, on a suivi. Bon, on l'avait fait fuir, tu me diras. Ça suffisait, mais j'avais comme un instinct, un mauvais pressentiment.
Je voulais savoir qui était cette petite. En fait, il avait une petite fille fuir dehors, devant la maison. Il y avait des graviers, ça faisait du bruit et on entendait clairement les pas de la personne devant nous, sans réussir à la voir. Étrangement, elle contournait la maison plutôt que de partir. Arrivé dans le jardin derrière, le silence est revenu. On éclaire les personnes aux alentours. C'est vraiment bizarre. Il n'y a personne aux alentours. Encore une fois, Maurice a été plus observateur que moi. Il a remarqué le tout petit passage formé par un trou dans les fondations de la maison. Il y avait des traces de pas devant. Les petites pierres étaient dégagées. Ça descendait direct à la cave. Elle était allée se cacher dans la cave. On s'est regardé en souriant. Et c'est là qu'on a entendu un gros boom. Un peu étouffé par l'épaisseur des murs. Donc j'ai entendu un bruit. Et de la porte. Je pense que notre hôte aurait pu l'entendre. J'ai cassé la vitre et je me suis glissé par la fenêtre qui menait au sous-sol. Heureusement que j'étais pas gros à l'époque. En plus, il y avait tellement de meubles que ça formait un petit escalier de fortune. Tu vois, dans ce genre de village, toutes les maisons sont agencées pareil. Et je savais que cette jeune squatteuse ou fugueuse était coincée en bas. La pièce était assez sale. Et ça sent une odeur absolument infecte. Des relents de pourriture. On éclaire chacun une partie de cette pièce. Il y a des boîtes en carton, une échelle et au fond de la pièce une grosse armoire. Elle est tombée sur le sol, face contre terre, comme on dit. On entend des pleurs, des sanglots qui viennent de l'armoire. Donc elle s'est garave dans l'armoire. Bon alors ce que je vais te raconter, donc là il fait une pause, il lui dit, bon alors ce que je vais te raconter, je ne l'ai encore jamais dit à personne. Parce que je ne pense pas qu'on pourrait me croire. Mais je te le dis, ce qu'on a vu Maurice et moi. Je vais te raconter ce qu'on a vu Maurice et moi. Je m'approche de l'armoire avec Maurice. On la soulève pour la remettre droite. À ce moment précis, les pleurs se sont arrêtés. On se regarde. J'inspire un grand coup. J'ouvre la porte. Une odeur pestilentielle. Sur le bois, il y avait des traces de griffures. Quelque chose qui était enfermé là-dedans et qui avait essayé de sortir. Il y en avait partout. Tout en bas de cette armoire, il y avait des draps. Et en dessous de ces draps, il y avait quelqu'un. La literie se soulevait au rythme d'une respiration allaitante. Je les retire. Maurice m'éclaire. Les deux lampes dans ses mains. C'est là que je l'ai retrouvée. Ce n'était pas une fugueuse. C'était une petite fille. 7-8 ans. Tout au plus. Fine comme pas possible. Des jambes comme des allumettes, des joues creusées. J'ai compris qu'elle était morte de faim et de soif, enfermée dans cette cave depuis des années. Malgré l'effet du temps et de la mort, elle ressemblait plus à une momie de jeune princesse égyptienne qu'à un cadavre pourri. La décomposition avait bien sûr joué son rôle, mais elle a encore presque jolie. Pâle, et ses boucles blondes tombaient gracieusement sur son visage, comme si elle dormait. Putain, j'ai fait le lien, la maison, les anciens propriétaires, ils étaient partis il y a 3 ans après une tragédie. L'enlèvement de leur fille, Annie, c'était Annie. La porte de la cave était condamnée. Nous sommes remontés, Maurice et moi, par le même passage qu'à l'entrée. On a dit aux propriétaires que nous avions chassé les squatteurs. Et on est revenu le lendemain matin pour, soi-disant, réinspecter la maison. Nous sommes descendus directement dans la cave par la fenêtre. Lui-même nous a dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dedans. Il stockait tout au grenier. Devant sa mine surprise, je pense même pas qu'il savait qu'il avait une cave. C'est vrai que le murage de la porte avait été très bien fait. Là, nous avons fait semblant de découvrir la fille. Nous voulions pas raconter tout ce qui s'est passé à nos collègues et perdre nos crédibilités. Tout s'est accéléré. Ils ont récupéré l'enfant. Et 3 ans après sa disparition, elle a enfin pu avoir un enterrement digne de ce nom. Ah ouais? Donc elle était morte. J'ai parlé avec leurs parents, les parents de la petite. Je voulais comprendre ce que j'avais vécu. Ils m'ont tout raconté. Il y avait cette indicible douleur dans leur ton, mais je pense qu'ils étaient apaisés de l'avoir retrouvée. Quand ils ont aménagé, Annie avait quelques mois, ils ont tout de suite fait murer la cave. Ils avaient peur que leur fille tombe dans les escaliers quand elle saurait marcher. Et puis ils ont oublié cette pièce. Ils m'ont dit qu'elle était somnambule. Une nuit, elle avait juste disparu. Elle n'était plus dans son lit. Je leur ai demandé quand même
comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas l'entendre? Les accidents, tu sais, c'est toujours atrocement con. Lui dormait avec ses boules pièces et elle avec son Valium. Oh là 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 là. Somnambule, tu comprends. Le bruit du drap, les petits pas qui descendaient les escaliers maladroitement, mais le pire, je vais le dire, elle n'a jamais pu appeler à l'aide. La pauvre petite était sourde et muette. Ils ont cherché partout, sans penser à cette pièce qu'ils avaient condamnée il y a des années. Elle s'est réveillée coincée dans cette armoire, sans pouvoir crier. Personne ne l'a entendue, seule, prisonnière du meuble abandonné par ses parents. Au bout de quelques mois, ils n'ont plus pu vivre dans cette ville qui leur avait pris leur petite fille. Ils sont partis. J'ai beaucoup de peine pour elle, mais je pense que maintenant, elle est en paix. Voilà, c'est tout maintenant. Catastrophe quand même cette histoire. Mesquina la petite. Elle était somnambule. Elle s'est endormie, elle est tombée dans la cave, je sais pas quoi. Elle est restée coincée dans l'armoire. Ses parents en fait avaient fait un accident. La daronne elle s'est mise à bouffer du Valium. Donc la nuit elle est tombée KO. Le daron il dormait avec ses boules pièces. Tous les soirs il l'entendait jamais. C'est la hagra d'Assa. C'était l'histoire du soir bonsoir. Donc le titre de l'histoire c'était Mémoire d'un flic.